Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule les bras sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Ferrari. Alors, aujourd'hui, podcast un petit peu spécial puisque je suis en duo, non plus cette fois avec Nicolas Martin, mais avec Rudy Koya. Rudy qui est pratiquant assidu, très assidu de musculation, coach en musculation. Et puis, Rudy, je pense que je vais te laisser continuer à te présenter pour que l'auditoire connaisse un peu mieux l'homme. Déjà, merci de ton invitation, Hugo. On s'était rencontrés il y a un petit moment pour discuter entre sportifs qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Et donc rapidement, qu'est-ce que je fais ? J'aide les gens en fait à se transformer physiquement et à prendre confiance en eux par justement le biais des efforts physiques. Et de par là, j'ai développé de nombreux projets depuis 2006. Pour ceux qui s'intéressent et qui veulent voir l'intégralité de mes projets, parce qu'il y en a beaucoup et ça peut vous embrouiller, j'ai fait une page qui vient de sortir qui est rudykoya.fr. Donc je pense qu'Hugo la mettra dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir. Et donc aujourd'hui, a priori, tu m'as invité pour qu'on parle un peu de musculation pour l'ultra-endurance. Voilà, tout simplement parce que j'ai eu une question, alors j'en ai même eu plusieurs, qui demandaient à quel moment on va utiliser des séances de musculation pour l'ultra-endurance. Est-ce qu'on va en utiliser d'ailleurs, peut-être qu'il ne faut pas en faire, parce que vous avez tous essayé l'hiver de faire des circuits training dans une salle parce qu'il faisait froid, parce que vous n'aviez pas envie de sortir. Et aujourd'hui, on va essayer de trouver quand et comment placer ces séances de musculation. On verra aussi s'il y a des exercices qui sont intéressants, s'il y en a qui sont à bannir. Et c'était une question de John. Alors si je prononce le nom, c'était Evalijo. Je sais plus, John. Mets ton vrai nom. Si c'est ton vrai nom, apprends-moi les plaies. Et donc John qui suit en plus Rudy, donc il va être ravi aujourd'hui. Alors le premier point que je voulais qu'on développe dans ce podcast, c'était déjà la musculation, développer ses muscles. Nous, l'idée qu'on en a, c'est d'avoir des muscles forcément plus gros. On a des trailers qui sont très trapus, très costauds. Julien Chaurier, Renaud Rouanet. De leur dire, ça leur permet d'encaisser au mieux des descentes. Parce qu'on voit donc Rudy, là on est dans ton fief à Annecy. Il y a le Mont Berrier qui est à côté de chez nous, à côté de chez toi. Donc par exemple en ultra trail, souvent une fois, deux fois, trois fois dans la course, il faut descendre quelque chose de similaire le plus vite possible. Est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est l'ultra trail pour moi qui n'y connais pas grand chose ? C'est quelle distance en fait ? Alors les gens ils parlent d'ultra à partir de 80 km. Ok. Après pour moi il y a deux distances un peu plus spécifiques qu'on retrouve tout au long de l'année dans le calendrier World Tour, qui est le 120 et le 160 km. Okay, avec de la montagne à gogo. Donc comme on en parlait avant, le 160 km c'est le 100 miles. C'est le 100 miles. Ok, donc c'est l'épreuve un peu mythique, truc de référence. Voilà, parce que dès qu'on a un truc un peu qui sort de l'ordinaire, ça vient des États-Unis et ça arrive aux 100 miles. Alors l'histoire du 100 miles, c'est une course à laquelle je postule parce qu'il y a très peu d'entrées pour l'instant. C'est une très très vieille course, ça se faisait avec un cheval avant dans le Far West. Ok. Et un jour en fait il y a un mec... son cheval était malade ou je ne sais pas quoi, son cheval était hors service et ce bourrin l'a fait à pied et c'est comme ça qu'est née la discipline. Ok, avant toute chose, je tiens quand même à rappeler que pour être bon dans une activité, il faut quand même la pratiquer. Faire de la musculation ne va pas vous sauver de ne pas vous entraîner en ultra-endurance. En clair, si vous courez 3 fois 10 km par semaine pour espérer faire un 100 km et que vous faites de la muscu à côté, ça va être un peu compliqué. Tout est hyper spécifique, c'est pourquoi la base c'est de s'entraîner dans son activité physique et sportive. Et ensuite, on peut imaginer compléter par de la musculation pour se renforcer. Alors après, tu parlais de gagner en muscle. J'ai envie de croire en tout cas que plus on est lourd en trail et quand même moins c'est bon en ultra trail parce que les distances sont quand même assez importantes. Et donc chaque kilo supplémentaire va quand même être un poids supplémentaire à porter, une énergie en plus. Je me souviens d'ailleurs d'un long article qu'il y avait eu dans Sport Review, alors il y a des années, qui disait que justement les athlètes africains étaient assez avantagés parce que justement ils avaient des petits mollets. Donc ils avaient des petits mollets et donc justement ça consommait moins d'énergie et donc forcément moins d'énergie, ils tenaient plus longtemps, c'était une des raisons qui était expliquée. À titre d'exemple, est-ce que tu fais de la musculation toi Hugo ? Oui. Tu t'entraînes surtout hors saison j'imagine ? Alors
c'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant de faire ce podcast, c'est parce que mon entraîneur propose des séances de musculation, mais c'est assez irrégulier. Alors lui, il a une expérience, il a, je pense, 25 ou presque même 20-25 ans de coaching derrière lui, et c'est des entraînements qui se font beaucoup sur fatigue, et on tourne autour de 4 exercices, donc on y reviendra après. Mais je pense qu'il peut y avoir des idées à piocher à droite à gauche pour améliorer tout ça, parce qu'il se passe des moments où on n'en fait pas pendant longtemps, des moments où on va en faire un petit peu plus, et j'ai du coup des courbatures énormes qui m'empêchent d'être performant à pied à côté ces moments-là. Dès que tu fais de la muscu alors. Donc pour l'instant, je trouve que c'est pas parfait l'harmonisation musculation course à pied que j'ai dans mon programme. Il y a des périodes donc, où tu fais pas du tout de musculation. Exactement. Ok, donc c'est là que ensuite quand tu reprends, tu payes un peu quoi. Exactement. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est les fentes. Voilà, donc des courbatures au cul et tu veux plus Voilà, bouger. alors, moi c'est le cul, il est tétanisé, insertion ischiée haute, Ouais, impossible. la courbature de base quoi. Ouais. On a tous dès qu'on prend les fentes ou qu'on fait du squat. Après, je pense que la base, quand on est un trailer, c'est pas forcément de gagner du muscle pour encaisser, même si ça fait, on dit par exemple au rugby, si j'extrapole un petit peu, bah voilà, plus il y a de masse musculaire, mieux on va encaisser les coups. Là c'est plus que si on gagne de la force en fait, on va peut-être gagner de l'économie de course. Là après, comme c'est de l'ultra trail, je ne veux pas trop m'avancer parce que je suis pas spécialiste, mais on sait que sur des distances, par exemple du 1500, du 3000, du 5000, du 10 000, bah si tu es plus fort, tu as une certaine économie de course qui se met en place, et donc forcément ça va se répercuter sur tes temps, etc. Ça va te faire du bien. Mais je pense pas qu'il y ait particulièrement un avantage à prendre des kilos de muscle. Je sais pas combien tu pèses toi Hugo. 59 hier matin. Ouais voilà, donc si tu fais de la musculation un peu à fond, etc. et que tu prenais 3-4 kilos durant l'hiver, je dis l'hiver parce qu'à mon avis c'est là où vous courez le moins, Oui. bah je suis pas sûr qu'en reprenant un peu plus sérieusement tu irais plus vite. Je pense que tu en tirais c'est 3-4 kilos. Je vais donner des exemples à la con, mais tu vois, à un moment je faisais 108 kilos, donc je faisais 10 kilos de plus que là à peu près. Et je sentais dans la vie de tous les jours quand je marchais que j'étais lourd. Alors j'étais plus fort sous les barres, j'étais plus fort en muscu, etc. Mais je me fatiguais beaucoup plus vite pour marcher, etc. Et donc à un moment, suivant les objectifs qu'on a en musculation, j'ai maigri. Et c'est vrai que là je me sens plus léger. Alors je vais pas dire que je me sens vraiment léger comme toi, c'est pas possible. Mais donc c'est pourquoi je pense moi je pense que la musculation, dans tous les cas, et je trouve qu'il y a beaucoup d'excès là-dessus, je pense que la base avant tout c'est de se faire une préparation physique générale pour essayer de combler en quelque sorte les déséquilibres que peut provoquer une activité sportive. Donc je te prends l'idée, par exemple tu cours tout le temps, forcément à un moment à force de courir, on peut dire même si tu es léger, tu vas être tassé. Donc ça veut dire qu'il faut faire du gainage pour essayer de lutter contre ça. On peut imaginer qu'il faut que tu fasses du renforcement musculaire par exemple au niveau des cuisses, des fessiers, du bas du corps, parce que ça va t'aider ensuite, comme je disais tout à l'heure, à moins te fatiguer. Mais ça va pas être, comme tu le citais tout à l'heure, faire des circuits training à outrance, peut-être des séries ultra longues, etc. Parce que ça, tu le fais déjà par ton activité physique. En fait, tu le fais déjà tout le temps. Donc t'as pas de raison en fait de le faire en plus, si ce n'est de peut-être en faire trop sur cette spécificité-là. Mais après voilà, gagner du muscle à du poids, surtout quand on n'a jamais fait de musculation, si vous n'en avez jamais fait. Au début, on prend tout rapidement 1, 2, 3, 4 kilos, surtout si on part de loin et puis ça ouvre l'appétit en plus la musculation. Je sais pas si l'ultra-endurance ouvre l'appétit, mais j'ai pas l'impression. Est-ce que ça t'ouvre l'appétit ? Alors en fait, là on peut comparer la course à pied et le vélo. Quand on rentre d'une sortie vélo de 2-3 heures, on a très faim, parce que on a forcé quand même un petit peu, et puis en fait je pense que l'estomac était au repos, il était posé sur la selle, tranquillement il bougeait pas. Quand on rentre d'une longue course à pied, c'est très 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 rare d'avoir tout de suite faim. Et en fait c'est assez pervers parce que ça intervient 2-3 heures après l'effort. Je pense quand l'estomac est un peu reposé, mais on a des coups de fringale terribles aussi. Ouais, alors qu'en musculation, quand tu t'entraînes pour prendre du muscle, donc tu fais des séries mi-longues, etc. Et donc ça t'ouvre vraiment l'appétit, donc tu manges plus, donc tu prends du musculation, tu prends du poids. Et je pense pas que ça ait un intérêt particulier pour l'ultra trail. Je pense encore une fois, comme je disais, il faut se concentrer sur le renforcement en prévention d'éventuelles blessures, parce qu'aucune activité physique, peu importe qui le dit, n'est complète, même si certains nous disent que la natation c'est le sport le plus complet, c'est pas vrai. Aucun sport n'est complet, et c'est pour ça que là la musculation peut être une aide pour essayer de réduire l'impact négatif d'un sport à outrance. Là l'ultra trail, il faut le dire, c'est un extrême. Donc c'est plus en ce sens-là que j'irais faire de la musculation.
Et après, dans un deuxième temps, pourquoi pas essayer de gagner de la force. Tu parlais d'en faire par période, alors, et de ne pas en faire à d'autres périodes. J'ai envie de dire, pareil, encore une fois, je ne suis pas le bon spécialiste de l'ultra trail, mais c'est vrai que dans des sports plus traditionnels, les sportifs gardent toujours au moins une séance de rappel de force qui ne va pas fatiguer. On en parlera peut-être après, je vois ton plan, mais c'est vrai que là tu as des courbatures à mon avis parce que justement tu fais des séries qui sont peut-être trop longues, qui sont pas orientées sur la force, donc des trucs qui vont casser de la fibre musculaire, en simplifiant, et qui vont filer des courbatures, alors que si tu faisais juste, je prends des raccourcis encore une fois, mais des séries de 6 par exemple aux fentes, tu n'aurais peut-être pas de courbatures en fait. Il y a très peu de chances que tu aies des courbatures, et ça tu pourrais faire même toute l'année, ça ne te fatiguerait pas spécialement, ça irait en fait. Et si tu fais une série de 20, forcément, là, vu que c'est hyper localisé, etc., t'as des courbatures horribles, et là ça peut pas te faire du bien en fait. Surtout si ça en fait pas souvent. C'est effectivement des séries de 20 dont on parle d'habitude. Alors, pour rentrer maintenant dans les choses un petit peu plus précises, donc on voit faire une musculation type culturisme à outrance pour gagner du muscle et du poids, pas forcément essentiel. Alors maintenant, deuxième point dont on parle souvent dans les plans d'entraînement, enfin du moins moi c'est quelque chose que je vois souvent passer dans mon plan d'entraînement, d'ailleurs je le fais un petit peu aussi en vélo, c'est développer mon endurance de force. Donc là avec les séances que j'ai en endurance de force, alors soit c'est uniquement du vélo, donc là je vais mettre un gros braquet, donc je sais Rudy que tu as pratiqué un peu le vélo en côte en plus. Ouais, on va dire ça comme ça, j'ai une maigre expérience, mais oui moi j'aime bien pousser comme un malade. Voilà. Et donc là l'entraînement en force, qu'est-ce que c'est? Donc je suis à 60-75% de mes capacités respiratoires, donc ça veut dire que je suis dans l'aisance cardiaquement, mais c'est quand même un peu soutenu, et je suis à 40-50 tours par minute, donc là par contre j'ai un effort musculaire qui est assez fort et qui me donne une brûlure, et je la garde un quart d'heure et je fais ça 3-4 fois. Ok, ouais, c'est un sacré entraînement ça alors. Oui, alors je pense que c'est un de mes points forts parce que j'ai beaucoup de facilité à le faire par rapport à d'autres, et pourtant à chaque fois je le quantifie avec un capteur de puissance qui te donne vraiment une valeur instantanée. Ouais, qui te permet de dire que tu es dans la bonne zone de puissance, tu développes ce qu'il faut. C'est pas comme le cardio qui lui, selon le jour ou la fatigue, va te donner une valeur plus ou moins plus aléatoire. Pas aléatoire parce que c'est ta forme du jour, mais, oui, mais au moins la puissance en fait, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il y ait du vent, que tu aies trop mangé ou pas assez mangé. Un watt, c'est un watt, donc si tu le développes pas, c'est qu'il y a un problème. Là, tu parles d'endurance de force sur des séries de 15 minutes. On est très loin de ce qu'on fait en musculation basiquement. Oui. Où, tu vois, je reprends l'exemple de la série de 20, puisqu'on parlait de ça. Une série de 20 répétitions en musculation, ça va durer quoi, 1 minute 30 maximum. Donc on est très très loin de la spécificité de ton activité, de l'ultra trail. Et c'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire des séries de 20. Après on pourrait dire voilà, on essaye de faire des séries de 20, du long, de l'endurance de force type musculation, pour développer un peu mieux son réseau vasculaire. Mais avec les efforts que tu fais déjà, en fait, je pense que c'est pas du tout spécifique à l'activité, et que là ce que tu fais sur vélo c'est bien plus efficace et bien plus important que de le faire en musculation. J'ai toujours eu du mal en fait avec ce truc de la muscu, comme je disais, de répéter l'effort que tu fais déjà dans ton sport en fait. Parce qu'en fait normalement tu sers la musculation pour améliorer des choses que tu ne peux pas travailler avec ton sport. Si c'est pour faire doublon, je vois pas trop l'intérêt. Donc à quoi ça ressemble une séance d'endurance de force en muscu pour habituellement dans l'ultra trail? Alors justement j'allais en venir, donc soit cette endurance de force je la fais sur le vélo, soit je fais une sortie qu'on va dire aérobie, donc à pied ou en vélo. Ça va durer entre 1h30 et 3h, où là il m'est pas demandé de thème particulier, voilà, simplement je fais un effort physique assez facile à soutenir. Et une fois que cet effort est terminé, je rentre chez moi donc, et là au lieu d'aller prendre la douche, la collation et puis terminer, je me mets sous la barre et puis je fais des exercices de musculation. Alors la dernière que j'ai en tête, pour être vraiment dans un cas concret, c'est 2 heures de course à pied rythme cool, et quand je suis rentré, 10 x 50 au squat, avec une charge qui était à, je crois, 50% de mon maximum. 10 séries de 50 peut-être un petit peu en dessous de 50% de mon maximum. 10 séries de 50. Avec combien de Au demi-squat. Oui. Et avec combien de récupération? La récupération était courte. Elle devait être de maximum 1 minute, je pense, si je me souviens bien. Putain, mais là, tu es cramé quoi. Alors oui, c'était dur. Non, mais là, tu vois, là, je le conçois plus, parce que en fait,
ça fait partie d'une séance plus globale. Tu vois, tu ferais que 10 fois 50 au squat, je te dirais, je vois pas trop l'intérêt. Mais là, vu que c'est précédé de 2 heures déjà d'effort en endurance de force, entre guillemets, là, ouais, ça peut se concevoir. Quand tu parles de demi-squat, j'imagine que c'est-à-dire quoi, au-dessus de la parallèle ? Oui, j'arrivais quasiment... le fémur était quasiment parallèle au sol. Ok, parce qu'après, si on veut être hyper spécifique, donc en préparation physique générale, on dirait, voilà, tu fais du squat complet pour te renforcer, voilà. Mais après, pour que ce soit plus spécifique, il faut que tu sois proche de l'angulation que tu vas utiliser quand tu cours, en fait. Et là, on se rend compte que faire, par exemple, du squat complet en descendant pratiquement avec les fesses au sol n'a que très peu d'intérêt concrètement, et en plus tu vas avoir des courbatures horribles. Et en fait, moi je savais pas ce que c'était le squat complet, c'est simplement parce que je consulte beaucoup de contenu en musculation, et un jour j'ai vu un mec qui descendait et qui touchait quasiment les fesses au sol, comme tu dis, et j'ai dit putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'en fait, moi on m'avait toujours demandé, dans mes jeunes années, même en vélo, on m'avait toujours demandé de m'arrêter à la parallèle en fait. Mais j'avais 15-16 ans, j'ai jamais demandé pourquoi. Et en fait, c'était un demi-squat. Ouais, mais c'est vrai, mais parce que la plupart du temps, le full squat, comme on dit, le squat complet, n'est que très peu spécifique pour les activités sportives en fait. Tu fais du vélo, jamais t'es fléché à fond. Donc ça peut s'envisager dans une optique de renforcement musculaire plus global, mais d'un point de vue spécifique, ça n'a pas d'intérêt. Donc encore une fois, là, ce que tu me donnes comme exemple, voilà, c'est... Toi t'appelles ça de l'endurance de force, mais une séance de 2 heures de course à pied plus 10 fois 50 au squat, moi j'appelle pas ça de l'endurance de force, c'est déjà un cas extrême en fait. Pour moi de l'endurance de force, par exemple, en musculation, typiquement ce serait 4 séries de 20. Voilà, 4 séries de 20 ce serait de l'endurance de force. Tu vois, en général on dit que la force endurance, si tu prends Zatursky ou Weineck, ils vont dire la force endurance c'est de 60 à 80% de son maxi. Donc 60% tu fais 20 reps. Et puis en dessous de 40 à 60, voilà, ça va être l'endurance de force. Mais là, si tu fais 10 séries de 50, alors, à moins que tu sois, ça doit être le cas, hein, très très endurant, mais normalement, t'es même pas à 30% de ton maxi, quoi. Alors c'est vrai que moi, c'est une de mes qualités. Si on prend un panel de coureurs, je serais certainement un qui encaisse le mieux ce type de séance, par rapport à une séance de vitesse ou de descente qui sont plus dans mes défauts. C'est vrai que quand on fait des séances comme ça, je suis plutôt dans le haut du panier. Donc tu joues au basket aussi. Mais du coup, donc, à noter, ouais, ce qui est plus intéressant, c'est de faire 4 x 20 et avec une charge un peu plus lourde, parce que moi j'étais à 50% de mon maximum. Ouais, mais c'est pas forcément plus intéressant, c'est juste que là, dans ce que tu fais, c'est très bien pour de l'endurance de force spécifique à ce que tu fais. Mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait, pour que tout le monde comprenne, à faire de l'endurance de force telle qu'on la pratique en musculation, pour de l'ultra-endurance en fait, parce que 4 séries de 20 c'est beaucoup trop court et ça n'a aucune spécificité, aucune, et même si tout à l'heure je déconseillais ça, le 4 x 20 est trop bâtard en fait, parce que ça va donner des grosses courbatures, vu les charges utilisées, l'amplitude, etc., peu importe l'amplitude, et donc dans ce cas-là, je pense que ce n'est pas à travailler en musculation. À la base, si on analyse la préparation physique un peu de tous les sports, on se rend compte que l'endurance de force c'est souvent travaillé en circuit training, t'en parlais tout à l'heure, donc l'enchaînement de plusieurs exercices en temps de récupération. Mais c'est pas quelque chose que je conseille particulièrement. S'il y en a que ça intéresse, le sujet un peu plus de la préparation physique, ça me fait penser qu'il y a un livre qui s'appelle justement La préparation physique de Michel Pradet. Je sais pas si tu connais, mais c'est un peu un livre référence, donc que je conseille de lire et qui vous aiguillera un peu plus là-dessus. Mais c'est vrai que là, ton 10 x 50 en fait au squat, pour moi, c'est pas une séance de muscu spécifique. Ça fait plus partie de ta séance de 3 heures en fait, avec la course. Oui, ça durait à peu près 3 heures. Ouais, donc c'est pas une vraie séance de muscu telle qu'on peut l'imaginer. Là, c'est vraiment hyper spécifique ce que tu fais. Et ça fait... J'appellerais même pas ça de la musculation, j'appellerais ça une séance d'entraînement d'ultra en fait. Tu vas pas te déplacer à la salle en fait pour faire, je sais pas, je prends un exemple à la con, 10 x 50 au squat, plus 10 x 50 aux fentes. Puis en plus, mentalement, t'es mort. Et puis, je sais pas, est-ce que tu pourrais faire du gainage? Ah non, il y avait que 10 x 50 au squat. Donc, en fait, la perception de l'effort pendant ces 10 x 50, c'est déjà on rentre des 2 heures, on se dit putain je vais faire ça, c'est compliqué, on en fait une ou deux, et en fait c'est dur parce que le mouvement brûle, mais pas de manière insoutenable, ce qui fait qu'on peut accepter cette douleur, mais c'est long mentalement. Ouais, mais je vois, mais c'est une différence qu'il y a, tu vois, par exemple si tu faisais 4 séries de 20, en fait c'est pas la brûlure qui t'arrêterait, c'est plus le manque de force. Alors que là, c'est ce qui se passe dans la plupart des sports, justement, sur un type force-endurance ou endurance de force, c'est que tu peux tenir la douleur, la brûlure entre guillemets, au mental.
tu peux la tenir indéfiniment et c'est ce qui fait également que tu vois que la pratique d'activité physique à haut niveau, sans la pratique de musculation à côté, développe également une certaine musculature. Et alors après, j'avais fait aussi une autre séance qui me revient, qui là c'était inversé. C'est-à-dire j'ai commencé par des exercices, alors là j'en ai fait plusieurs, j'ai fait les mollets, des squats, des montées de banc et des fentes. Et ensuite je suis allé courir avec cette fois par contre un thème à pied qui était une côte à faire 10 fois 1 minute. Ok, ah ouais, là moi je trouve ça mieux, tu vois, la course en côte, je trouve ça bien plus spécifique en termes de musculation et qui va être utile pour ce que tu fais plutôt que faire de la muscu. Alors là, c'est marrant parce que là, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle de la pré-fatigue en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu avais des jambes qui flageolaient un petit peu, mais... Alors oui, quand j'ai posé la barre et que je suis parti courir, les 10 premières minutes ont été très compliquées. Et après, tu t'y fais quoi? Je sais pas si c'est le cerveau ou le fait d'être en nature, bon, on oublie un petit peu. Mais par contre, dès les premières séries en côte, c'est une côte que je fais tout le temps, c'est ma côte référence, je sais exactement où il faut monter. J'allais pas aussi haut que d'habitude. Oui, je me doute. Non, mais ça, oui, ça, pour moi, c'est de la musculation, même là, avec la musculation avant telle que je l'entends. Parce que souvent, on définit la musculation, en fait, et c'est peut-être un point à préciser, par l'entraînement en salle avec poids et haltères. Mais la musculation, en fait, ça peut être de monter des côtes, ça peut être de faire du vélo, comme tu l'as dit. En fait, et dans ce sens-là, ouais, forcément, c'est plus utile parce que ça se rapproche du geste sportif de base, alors que même si le squat, on va gérer l'angulation, etc., la notion de transfert est quand même beaucoup moins présente. Voilà, donc c'est peut-être une séance qui sera recommandée à la limite quand il y a des conditions météo délicates, parce que je prends une journée où il pleut. S'il pleut non-stop toute la journée, c'est peut-être mieux de faire 2 heures dehors, ça va déjà être suffisamment pénible comme ça, puis 1 heure dedans, plutôt que de tenter 3-4 heures dehors. Oui. Alors, au-delà de la pénibilité, quand on est dehors sous la pluie, il faut aussi se dire qu'on est quand même plus exposé aux petites infections, aux rhumes, etc. C'est toujours gênant. Tout à l'heure, tu parlais de faire sur vélo, mais tu peux faire peut-être sur home trainer. Je sais pas si tu utilises le home trainer. Donc toi, tu peux utiliser le home trainer chez toi, donc tu peux faire pas mal de trucs comme ça en fait. Alors après, je sais pas si le tapis de course à pied va vous être utile en ultra trail. Alors le problème du tapis de course à pied, c'est que déjà il coûte très cher. Par rapport à un home trainer, c'est au moins x4. Ouais, et puis si tu veux un beau tapis, ouais, t'en as vite pour entre 5 et 10 000 quoi. Oui, et puis surtout le tapis, alors après c'est propre à lui, mais il indique pas vraiment la vitesse réelle. Donc certaines personnes peuvent avoir des surprises en repassant sur la route après ou sur le tapis. C'est quoi les différences? Souvent il y a une différence de au moins 1 km/h. En moins ou en plus? En moins. C'est vrai? C'est-à-dire que si tu cours à 16 sur le tapis, dans la vraie vie, tu es à 15. C'est vrai? Oui. C'est des triathlètes qui m'avaient glissé l'idée quand j'ai voulu en acheter un. Et comment ça se fait? Eux, ils s'en sont rendus compte, parce que les triathlètes sont cadencés au chrono à la seconde près. Et quand ils couraient sur le tapis, je ne sais plus pourquoi, c'est un triathlète, il n'avait pas accès au dehors pendant un petit moment. Donc il a fait par exemple 1 mois sur tapis. Et il se disait putain je pète tous mes chronos, c'est génial. Et il est retourné sur la route après. Et il comprenait pas, il pensait que son GPS s'était trompé parce qu'il était beaucoup plus lent. Et en fait non, c'est le tapis qui donne une mauvaise estimation. Eh ben, tu peux être champion du tapis mais c'est tout. Et alors il y a aussi un autre mec, alors pareil c'est un triathlète, c'est des gens qui font beaucoup de tapis parce que ils inversent avec, des fois ils courent après la natation, donc ils le font dans la salle de la piscine, donc ils font beaucoup de tapis. Et il y en a un une fois qui avait fumé un tapis, parce qu'il arrêtait pas de faire de l'intervalle training, donc par exemple 30 secondes vite, 30 secondes doucement, donc il demandait au tapis de changer vite de vitesse, de passer, je sais pas moi, de 20 km/h à 12 km/h, et en fait le moteur a fumé au bout d'un moment. Donc ils m'ont dit que le tapis c'était cher et ça avait beaucoup de problèmes. Mieux vaut le home trainer alors. Oui. Parce que je vois qu'après, là, donc, tu voulais qu'on aborde les exercices. Oui. Mais je pense que les exercices, pour rebondir sur ce qu'on disait, en fait, c'est plus tout ce qui va se rapprocher de l'activité physique et qui peut être... Donc par exemple, là on parle de course à pied donc, mais si tu cours en côte, voilà, ça c'est de la musculation utile. Le faire du vélo pour faire ton endurance de force, c'est utile. Parce que tu peux le faire longtemps, voilà, c'est des séries de 15 minutes, tu disais par exemple. Donc c'est des trucs qui vont donner quelque chose ensuite quand tu vas passer en montagne. Mais la musculation avec poids, je pense que ça a beaucoup moins d'intérêt en fait. Et ça va plus être, à ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas le temps de faire de la musculation en salle ou que ça vous fait peur ou vous n'avez pas de matériel chez vous, voilà, ce sera peut-être
le dernier truc en fait à faire pour optimiser ce que vous faites. Mais déjà, je vais pas dire le terme, mais ça me fait sourire, mais je veux dire, voilà, la musculation naturelle, entre guillemets, je pense que tout le monde va comprendre ce terme-là, voilà, sera bien plus efficace que de faire des squats, etc. Si vous voulez commencer un petit truc tout simple, c'est commencer par faire du gainage en fait. Nous ne sommes pas faits pour les chocs, pour être sans arrêt secoué, donc rien que du gainage. Donc le gainage, qu'est-ce que c'est faire la planche, donc de face, de dos, sur les côtés, etc. Donc rien que ça déjà pour commencer, ce sera déjà pas mal. Et si après vous avez du temps en plus, oui, vous pourrez peut-être vous intéresser aux fentes, aux squats, demi-squat, des exercices plus spécifiques qui peuvent aider, mais ils sont tellement loin de l'activité en fait que ce n'est pas dit que vous ayez vraiment un gain sur la performance, étant donné les différences de longueur et pour pas faire redondance, en plus vous n'allez pas faire des séries de 100 ou de 200 au squat. J'ai déjà vu des mecs sur les forums de musculation il y a très très longtemps qui faisaient des séries de 500 ou de 1000. On appelait ça des hindou squats. Des hindou squats. Le squat hindou, t'as pas connu ça? Non. Tu pourras taper, donc hindou squat. Et donc les mecs, on avait même fait un concours comme ça sur le forum, c'était 100 hindou squats le plus rapidement possible. Et il y a des mecs qui faisaient ça, moi je me souviens j'avais fait 500, j'avais testé 500, et je sais plus si je mettais 15 minutes, un peu moins de 15 minutes je crois. Et en fait le truc justement c'était de résister à la brûlure, donc squat à vide sans poids. Donc ça tu vois, ça peut être des trucs qui peuvent être utiles par exemple. Parce que là tu vas résister à la brûlure, etc. Donc ça peut se concevoir comme une endurance de force. Tu vois, oui, tu fais 4 fois 500 squats à vide, ouais ça peut, tu vois comme ton vélo, ça peut le remplacer un coup tu vois. Mais oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui posaient la question, des gens qui sont citadins. Par exemple, le cas le plus facile à citer, c'est Paris. Les personnes n'ont pas accès à des côtes suffisamment longues. Les personnes n'ont même des fois tout simplement pas accès au vélo parce que c'est beaucoup trop dangereux dans Paris. Et donc ils sont obligés d'être en salle. Et une fois qu'ils ont fait un petit peu de tapis, une fois qu'ils ont fait un petit peu d'home trainer en salle, mentalement ça les gonfle et ils se disent est-ce que je peux pas faire un peu de musculation? C'est aussi pour ça que je pense qu'ils posaient la question. Oui, tu vois, hindou squat, donc squat à vide. Après, gainage, commencez par le gainage. Mais c'est vrai que je pense que la musculation de base là est surestimée pour des efforts en fait aussi longs. Il n'y a pas, là, on en parlait un peu avant le podcast, mais on en parle au début, mais 160 km, ça n'a rien à voir avec un effort de musculation. Et peu importe la longueur de celui-ci, il y a Et même si tu fais des séries courtes pour prendre un peu de force, mais pareil, ça va être réservé à ceux qui ont un très très bon niveau comme toi en fait Hugo. Ça va pas être réservé à une personne qui s'entraîne comme ça pour se faire plaisir, etc. C'est vraiment pour quelqu'un qui a déjà tout optimisé, tous les paramètres sur l'alimentation, ses séances de musculation naturelle, qui a déjà son plan bien précis, ses objectifs, et qui se dit qu'est-ce que je peux faire en plus? Et dans ce cas-là, pourquoi pas la musculation? Après, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, justement, qui au lieu de rajouter des activités physiques, comme là la musculation, se disent j'ai plutôt optimisé ma récupération, donc par exemple qui vont prendre des bains d'eau glacée, qui vont faire de l'électrothérapie, donc l'électrostimulation, qui vont mettre des vêtements de compression après pour récupérer. On parle du TheraGun juste avant, donc les appareils vibrateurs de massage qui vont faire ça, qui vont se faire masser par un kiné. Donc tu vois, beaucoup de choses comme ça. Alors après, faut voir comment chacun récupère, mais c'est vrai que j'ai tendance avec les années, je suis un peu plus vieux que toi malheureusement, mais ça se voit pas, mais à penser que là pour l'ultra-endurance on s'entraîne déjà beaucoup, et c'est pas dit qu'en rajouter encore soit bon, mais optimiser sa récupération, même si ça fait pas forcément plaisir de se dire faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. On sent pas vraiment l'effort physique, et quand on est drogué à l'effort physique, ça peut être compliqué. Mais d'optimiser sa récupération, c'est facteur. Moi je me souviens, j'ai des potes qui sont préparateurs physiques justement de haut niveau, dans le foot, dans le basket, etc. Et ils me disent, en fait on aide les mecs à récupérer en fait. C'est ça qu'on fait, c'est pas, on leur fait pas faire plus de muscu ou quoi en fait. On les aide à récupérer. Et souvent même si on analyse en foot, les mecs la muscu, c'est un peu la cour de récré en fait. Ah oui, tu avais fait une vidéo sur l'équipe de France, la préparation, je sais plus en quelle année c'était. Ouais, je sais plus quand ils faisaient l'Euro, je crois, ou un truc du style, mais en fait c'est pour dire que pour eux en fait c'est la cour de récré, la muscu, c'est pour se détendre, c'est la pause en fait. Donc ils prennent pas trop ça au sérieux, et donc voilà, c'est pas... c'est vraiment le truc à faire presque en dernier recours, avec tous les entraînements que vous faites. C'est vrai que moi j'étais beaucoup demandeur à l'entraîneur, je lui disais mets-en parce que j'ai pas une musculature très développée du bas du corps par rapport à certains et je me disais que ça pouvait m'aider à descendre. Et quand il me donnait vraiment la séance, on va dire le développement bas du corps, on va l'appeler comme ça, je faisais donc squat,
mollet, fente, et puis montée de banc. Donc tu mets une barre Ouais, sur le je dos, tu montes un banc, tu redescends, etc. etc. Ouais, t'as des courbatures de fou là après, parce que t'es sans arrêt en train d'étirer tes fessiers quoi. Oui, alors oui, c'est ça qui m'a fait de plus en plus réfléchir, c'est que je n'avais aucune courbature au quadriceps en fait, mais tout au fessier. Ouais, bah alors après, j'ai pas regardé ta morpho-anatomie, mais j'ai pas bien analysé. Mais c'est vrai que là, c'est l'exercice, les fentes, c'est connu pour faire beaucoup les fessiers, les montées sur banc, pareil. Et après, il faut voir quand tu cours, c'est pareil. Ça, c'est de la spécificité. Qu'est-ce qui te limite en termes de muscles? Est-ce que c'est les quadriceps? Est-ce que c'est les fessiers? Est-ce que c'est les ischios? Est-ce que c'est les mollets? Pareil, tout à l'heure, je parlais donc faire de la musculation pour compenser les déséquilibres qu'induit l'ultra-endurance. Mais également pour se renforcer là où ça pêche. Donc par exemple, je sais pas, si le point faible quand tu cours, une connerie, c'est les mollets qui brûlent en premier, tu peux dire bah voilà, je vais faire un peu plus de mollets, prendre un peu de force dessus pour que ça brûle un peu moins. Mais là c'est vrai que moi je t'aurais jamais fait faire ça quoi. Alors moi justement, mon problème c'est pas vraiment les mollets, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis de tendons d'Achille, etc. Moi, les mollets, pour que j'ai mal et que je commence à avoir les tendons d'Achille qui tirent un peu, sans parler de tendinite ou quoi que ce soit, mais juste simplement une sensation de raideur, il faut vraiment que je fasse énormément de dénivelé, plus de 10 000 par semaine, pour que je commence à ressentir une gêne. Mais par contre, ce qui me limite souvent, c'est, je pense, les quadriceps, parce que j'ai les rotules qui bougent un petit peu, et j'ai souvent un petit peu des petits pics dans les rotules. C'est pour ça que cette année, j'ai essayé de faire plus de musculation, mais j'ai rien ressenti au quadriceps. Ouais, bah là, de ce que tu dis, donc c'est une sorte de faux syndrome rotulien, comme on appelle. Un peu. Et souvent, donc, les trois principales causes du faux syndrome rotulien, c'est le manque de vaste interne du quadriceps, parce qu'on dit que ça stabilise un peu la rotule. C'est le manque d'activation des fessiers, notamment du moyen fessier, par exemple quand tu cours. Donc ça, c'est quelque chose comme ça tient les hanches, en fait, tout fonctionne en chaîne musculaire, en fait. Et donc, quand tu renforces le moyen fessier, donc tu vois, par exemple, dans un petit élastique autour des hanches pour faire tes squats, bah ça peut t'aider à moins avoir mal, tu vois ou pas? Ah oui. Tu vois, tu mets un petit élastique ici. Ouais. Et donc, quand tu fais tes squats à vide, par exemple, avant d'aller courir, mais juste ça, hein, ça c'est du renforcement, ça va pas te fatiguer, tu fais 3 séries de 20 tranquillement. Donc ça, et sinon, bah, ça peut être le manque de renforcement des ischios. On dit pareil que les ischios, voilà, s'ils sont pas assez forts comparativement au quadriceps, donc après c'est toujours un problème d'équilibre, de force et de tension autour de l'articulation, hein. Soit t'es trop raide, soit t'es pas assez fort. Ah bon. Alors là justement, moi j'ai les ischios, je pense que si je ferais de la musculation, ce serait un de mes points forts, comme vous dites. Parce qu'une fois j'étais allé faire un petit footing avec un ami, donc lui par contre son sport principal c'est la musculation, mais de temps en temps il fait une petite activité annexe. Et donc j'étais en short et à un moment on s'arrête quelque part, puis il voit mon ischio, il me dit mais il est monstrueux. Et en fait j'avais jamais remarqué, et c'est vrai que j'ai des ischio-jambiers qui sont très 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 développés par rapport au quadriceps. Ouais, mais après c'est souvent le cas quand tu fais du trail en fait. Parce que t'es un peu penché en avant pour grimper, donc en fait ça active beaucoup la chaîne postérieure, donc c'est normal. Mais là après, ouais, moi je testerais, la plupart du temps c'est un manque d'activation du fessier en fait, parce que quand tu cours t'as souvent les jambes un peu serrées, tu cours pas comme j'ai les jambes serrées. Voilà, pas comme si tu étais sur un cheval, donc forcément le moyen fessier a du mal à s'activer, et comme on est souvent assis, même si tu fais beaucoup de sport, t'as une sorte de petite amnésie du fessier, donc je ferais ça et ça se trouve ça va résoudre le problème, hein. Alors après, à voir si c'est pas ça, si t'es pas trop raide du droit antérieur, du psoas, ou peut-être même trop raide des ischios. Après, encore une fois, c'est un équilibre des tensions autour des hanches, autour des genoux, qui fait que la rotule va bouger ou pas. Et je peux t'en parler parce que moi, pareil, j'ai des faux syndromes rotuliens, et j'arrive à les tenir un peu éloignés. Donc avant d'aller courir, 3 séries de 20 squat à vide avec l'élastique autour. Avec un mini élastique autour des genoux, et au pire, on mettra un lien d'une photo, on retrouvera ça sur le net, d'un petit exercice-là qu'on mettra en lien dans les notes de l'épisode. Oui. Pour ceux qui ont peut-être ce petit problème-là. Et juste ça avant d'aller courir, et ce sera même pas de la pré-fatigue, mais vous sentirez une activation en fait. Oui, alors je pense que c'est intéressant parce qu'une fois, c'est un petit peu différent, mais je devais faire un entraînement, ce qu'on appelle vitesse, qui pour moi est un point faible. Je devais courir pendant 1 heure aux environs de 14 km/h sur du plat. Donc, tu te traînais un petit peu. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Ceux qui ont l'habitude de courir
sans faire trop de dénivelé, sans faire de trail. En général, c'est assez facile pour eux. Mais moi, ça me demande quand même une certaine concentration, un certain maintien en plus de tout l'entraînement de la semaine. Donc en général, c'est une chose que j'aime pas trop. Et une fois, je ne sais plus pourquoi, j'ai fait une quinzaine de minutes de gainage avant de faire ça. Donc toutes les faces, un petit peu de dynamique, etc. Et quand je suis parti courir, j'étais hyper droit, hyper carré. Et ça déroulait tout seul, je tenais un 14 km/h sans forcer par rapport à des Oui, ben voilà, c'est exactement pareil pour le moyen fessier. Si tu testes, là, normalement, tu vas sentir que si tu as mal au genou quand tu cours, que là, tu auras beaucoup moins mal et que ça tient en fait. Donc c'est s'activer en quelque sorte. Et là, comme tu dis, là, si le gainage t'a aidé, c'est que le gainage doit être un de tes points limitants. Donc peut-être à envisager de faire avant de faire une course ou tes entraînements. Mais tu vois, c'est 5-10 minutes, hein. C'est pas ça qui va te fatiguer vraiment pour la séance, mais ça va activer des muscles qui normalement ne s'activeraient pas alors qu'ils devraient s'activer. Et on y avait réfléchi avec mon frère du coup, parce que j'ai un jeune frère qui court aussi quasiment à mon niveau. Et il s'était fait un petit peu la même remarque lui lorsqu'il faisait du ski de fond, parce qu'une fois ils avaient fait une séance de gainage avant une séance, et comme par hasard ça s'était très très bien passé. Mais on n'a pas encore mis l'habitude en place et à chaque fois on oublie du coup pour l'instant. Bah non mais teste et je pense que ça peut être un bon truc. Hein. Et alors pour revenir aux exercices que je citais, les 4 exercices là, de développement, donc on dit ce côté-là de musculation, c'est quand vraiment on va être coincé voilà, au niveau de l'extérieur. Voilà. Est-ce que ces 4 exos ont du sens à ton avis ? Je pense qu'il y en a qui font doublon, squat et fente, ok, mais monter sur banc fait un peu doublon, mollet, bon. Qu'est-ce que tu faisais pour les mollets ? C'est debout tu faisais ? Debout avec une barre sur le dos. Avec une cale sous l'avant du pied ? Oui. Pour descendre un peu plus ? Oui, ça peut s'envisager, mais je pense que ça n'a pas... Là, si on veut être hyper spécifique, la course à pied est une activité unilatérale, c'est une jambe à la fois, hein, c'est pas les... Tu sautes pas en fait. Donc en fait le squat déjà n'est pas très spécifique pour l'activité. Donc les fentes, ok, on pourrait imaginer du squat à une jambe, mais les fentes c'est pratiquement du squat à une jambe. Donc rien que les fentes en fait suffirait, avec un peu de mollet, peut-être des ischios, mais après c'est toujours pareil, c'est de quoi as-tu besoin exactement et quels sont tes déséquilibres. Là tu dis que tes ischios sont un point fort, donc est-ce qu'il y a un intérêt à les renforcer ? En musculation, sans doute pas, mais il y a peut-être un intérêt à renforcer tes fessiers. Donc on pourrait peut-être imaginer du hip thrust, tu vois. Le hip thrust, alors qu'est-ce que c'est ça... C'est avec la barre, tu sais, ici, et tu es sur un banc. Ah oui, voilà. Tu l'avais présenté il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que le nom disait quelque chose, mais je voyais pas. Voilà, donc tu vois, ça on pourrait imaginer ça pour toi parce que tu as mal au genou, donc ça pourrait t'aider à avoir moins mal au genou. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, c'est de quoi as-tu besoin pour être meilleur dans ton sport, et c'est pas je fais des exercices généraux pour espérer un renforcement général. L'espérance en général n'amène à rien. Il faut que chaque exercice que tu fais soit vraiment spécifique à ce dont tu as besoin. Donc voilà, j'ai pas de réponse universelle pour tout le monde malheureusement. Et oui, mais ça, de toute manière, ceux qui écoutent chaque semaine le podcast, ils le voient à chaque fois qu'il y a une question de poser. La réponse c'est jamais oui ou non. C'est toujours si t'es dans ce cas-là, il faut faire ça. Si t'es dans ce cas-là, il faut faire ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je réponds un petit peu à côté, entre guillemets, en donnant plein de pistes. Et puis la personne qui est dans tel ou tel cas, elle peut piocher. Et du coup, si on faisait un cycle de musculation, donc moi par exemple, j'en ai fait un très gros après la fracture de rotule, parce que bon là, il y avait... il y a toute une rééducation entre guillemets à refaire. Ouais, il y avait 3 cm de viande en moins là, autour du quadrille. Et même au début, la rotule bougeait pas. Ok, donc t'étais fixé quoi. Ouais. Au début, j'étais chez le kiné, je lui ai demandé quand est-ce que je pouvais courir. Il a rigolé, donc moi je me suis vexé. Et en fait, il m'a dit regarde ta rotule. Je l'ai regardé, il m'a dit contracte ton quadriceps. Et en fait, j'y suis pas arrivé. Ok, ouais, le quadriceps simplement ne s'est pas contracté. Ouais, parce que si la rotule bouge pas, ça peut pas se contracter. Il y avait plus de la liaison, il y avait plus de... Donc bon, il y a eu tout un cycle à faire, mais maintenant la personne qui voudrait faire un cycle de musculation parce qu'elle a déjà une pratique aboutie, ça fait 3-4 ans qu'elle tourne un peu sur le même programme, qu'elle s'est déjà bien développée, elle se dit bon, on est en 2019, je vais modifier un truc dans ma prépa, niveau alimentation je suis pas trop mal, niveau sommeil je me suis bien arrangé, etc. etc. Je vais m'ajouter de la musculation à droite à gauche. Quand est-ce qu'il faudrait qu'elle en fasse, tu vois, par exemple, une personne qui aurait un objectif sportif, facilement, c'est fin juin, début juillet. Souvent, les gens ils ont un objectif sportif à ce moment-là. Est-ce qu'ils vont faire juste un mois de musculation en avril ? Est-ce qu'ils vont l'étaler sur 6 mois ? Bah, moi, je suis pas partisan
de faire par période, donc comme on disait au début de ce podcast, de faire par exemple 3 mois de muscu et puis d'arrêter 3 mois. Ça, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Il faut toujours, pour moi, garder une sorte de rappel de force, un rappel de renforcement, donc qui va pas donner une courbature, mais qui va être un rappel, maintenir les acquis que tu as fait. N'y connaissant rien en course à pied, donc je pose la question, c'est combien de temps, là tu as marqué par exemple quelqu'un qui veut faire un marathon, combien de temps il faut pour se préparer à un marathon? Combien ça dure pour la plupart des gens? La préparation ou la course en elle-même? La préparation. La course, je vois à peu près. Ça dure moins de 2 heures pour les meilleurs. Non, en montagne, même quand c'est très montagneux, le premier, mais aux alentours de 4 heures. Un petit peu moins si on est vraiment sur le top niveau mondial. Et pour se préparer à ça, c'est combien de semaines de préparation spécifique? Moi j'ai envie de dire qu'on se prépare toute sa vie, mais, mais pour le spécifique, ça va durer un mois de spécifique, avec derrière une semaine vraiment de relâchement, une semaine d'affûtage où on se remet en condition avec des tout petites intensités. Donc il y aura vraiment en amont un mois de spécifique. Donc quelqu'un qui va se préparer pour un marathon fin juin, mi-juin il va stopper sa spécialisation et il l'aura commencé début ou mi-mai. Avant il aura fait du sport de manière plus générale, je pense. Ok. Bah, dans ce cas-là, j'ai envie de dire que l'hiver va être la meilleure période pour intensifier la musculation. Mais encore une fois, on parlait de home trainer, on parlait de tapis, même si c'est pas idéal, voilà, comme tu l'as dit. Je pense qu'on peut quand même courir un peu dehors, à moins qu'il ait vraiment neigé et que voilà, on peut quand même courir dehors. Donc en fait, si on fait 2 séances de muscu dans la semaine, entre guillemets, voilà, et qu'après on passe à une vraiment très légère, voilà, ça va s'arrêter là en fait, pas plus que ça. Parce qu'encore une fois, le but c'est de progresser en course à pied et pas de progresser en musculation. Il y a des erreurs comme ça qui se font, bah là en ultra-trail je pense que ça se fait moins, mais dans des sports différents où la préparation physique en fait est mal spécifiée et où en fait les athlètes se prennent au jeu de la prise de muscle. En fait à s'entraîner comme des culturistes, ils disent ah bah regarde je prends du muscle, je prends de la force, etc. Mais ensuite ça se répercute pas sur le terrain en fait. Et ça ne sert absolument à rien. C'est même contre-productif comme je disais au début du podcast, c'est que tu prends du muscle, ouais, et donc après t'es plus lourd dans ton activité si c'est de la course à pied donc, ou du vélo, ça n'a pas d'intérêt. Donc je dirais voilà, le mieux si tu veux intensifier la musculation, c'est le plus loin possible de l'événement, de ta course, si tu as une course dans l'année. Et après, garder une petite séance de renforcement général, mais encore une fois, par rapport à toi. Voilà, par exemple, quelqu'un qui, ça fait 2-3 ans qu'il court à un assez bon niveau, et puis il a identifié que souvent, c'est ses tendons d'Achille qui tiraient. Oui, voilà, là, tu peux imaginer, faire pas mal d'automassage déjà, des mollets, de tous les muscles avoisinants qui peuvent tirer dessus, donc même les ischios, les fessiers, et faire un renforcement de toute la chaîne postérieure, donc renforcer les ischios, les fessiers et les mollets. Voilà, ça on peut imaginer. Effectivement, là ça peut faire que du bien, et à raison de 2 fois par semaine, sans trop forcer. Tu vois, par exemple, on sait que pour les tendons, ce qui renforce bien les tendons, c'est de faire du négatif. Donc que la phase excentrique. Ah oui, avec le protocole de Stanisch, quand on est blessé, on nous en parle tout le temps. Voilà. Donc faire ça, va aider à renforcer les tendons, et si c'est en série assez courte, il y aura peu de courbatures, et ça va aider directement pour moins se blesser et pas avoir ces tendinites. Donc, du coup, une série courte, comme tu disais au début, c'est 6 répétitions. Oui, voilà. C'est ce qui permet... alors après, c'est pareil, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une série de 6, 5-6 répétitions. Mais lourde. Voilà, lourde, mais sans être complètement à fond, parce que pareil, pour avoir une bonne technique d'exécution en musculation, il faut répéter souvent les mêmes gestes, etc. Et en tant que pratiquant d'ultra-endurance, malheureusement, et c'est la réalité, vous ne pouvez pas avoir une technique hyper sécuritaire sur vos exercices, et donc il n'y a pas d'intérêt en fait à mettre le plus lourd possible. Le but, c'est encore une fois du renforcement. Il faut vraiment avoir ce truc-là en tête, c'est renforcement, et c'est pas destruction et je me prends au jeu de mettre le plus lourd possible, etc. C'est, je veux, là, dans ton exemple, c'est prévenir au maximum le risque de blessure. Oui, parce que j'ai vu par exemple les fentes, ça devient vite compliqué d'ajouter du poids. Oui, parce que dès que tu forces, il y a 2 points limitants qui sont la poigne, donc il faut que tu arrives à tenir, donc tu peux mettre des sangles au pire, et après c'est le gainage en fait, parce que dès qu'il y a lourd, il faut que tu gaines encore plus pour pas être déséquilibré, pouvoir forcer. Donc les fentes, justement c'est un bon exercice où tu peux pas vraiment forcer à fond. Donc, et oui, parce que donc c'est bien. Si tu commences à mettre un gilet de laisse de 10 kg, une barre de 40 sur le dos, la stabilisation elle est compliquée. Après t'es prêt pour Pinder. là t'es nickel pour le cirque. Après t'es un vrai équilibriste. Et même les autres exercices, le mollet, pareil, c'est un exercice quand on met lourd, il devient dangereux. Oui, mais tu ne le recommandes pas forcément. Voilà, parce qu'après tu mets beaucoup de pression sur le dos, qu'elle n'a pas forcément besoin. Donc pour combler ça,
tu peux faire de l'unilatéral, donc tu fais qu'un mollet à la fois, en fait, une jambe à la fois, et puis tu mets juste un poids dans une main, tu tiens de l'autre pour gérer le déséquilibre, et puis voilà, et puis tu le fais tranquille en fait, sans exploser, dans une optique de renforcement. Et là, il n'y a pas de souci particulier, il n'y aura même que des bénéfices. Tiens, il y a une anecdote qui me vient pour les sportifs qui se prennent au jeu de la musculation, où je reviens sur mon frère qui faisait du ski de fond avant, et en ski de fond, ils font des étés, mais c'est de la grande débilité, quoi. C'est un guerrier au Vietnam, il tire dans tous les sens, c'est un entraînement monstrueux. Par exemple, en cadet, ils étaient déjà à 20-22 heures d'entraînement, ils font tout, ils courent, ils font du ski roue, ils font de la musculation, ils font ceci, cela. Et en musculation, à un moment donné, ils font du développé couché. Ah oui, ils forcent comme des malades. Je sais pas si c'est très utile pour le ski de fond. Ouais, je pense pas. Et si tu veux, il y a une espèce de compétition. En plus, le ski nordique, c'est un sport où tu as pas mal de filles, tu vois, par rapport à d'autres sports d'endurance où le côté féminin est un peu délaissé. En ski nordique, il y a quand même une bonne mixité. Et les garçons s'étaient pris au jeu du développé couché. Il y en avait un, il était devenu zinzin, il était allé jusqu'à développer 100 kg au développé couché. Ouais, mais c'est ça en fait. Ça avait servi à rien. Mais parce que l'un des gros problèmes peut-être de la musculation, c'est l'ego en fait. Tu te prends au jeu de soulever plus lourd et puis le développé couché, c'est un peu un exercice mythique en musculation. Donc tout le monde dit comment tu fais développé couché, comment tu fais. Et c'est comme ça que beaucoup qui ne sont pas faits pour, et à qui ça ne sert à rien, vont forcer comme des dingues et se blesser ou ne pas avoir des résultats qu'ils veulent. Pour des pratiquants de musculation, mais là, tu vois, 100 kg, ça n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui fait de l'ultra-endurance. Non. Ouais, en fait, tu vas prendre un peu du haut du corps, en plus, tu vas grossir un petit peu, donc ça va faire du poids mort, donc voilà, fais pas de développer couché, quoi. J'en avais fait un petit peu l'an passé, mais je m'ennuyais, c'est quand je m'étais fait à la rotule. Voilà, tu t'ennuies, tu fais quelque chose. Je m'ennuyais, j'en avais fait un petit peu, et j'avais vu que je pense que c'est pas un exercice qui m'est adapté. Donc t'as pris des pecs, des bras et tout. Mais pas vraiment, en fait, j'avais surtout mal à l'épaule. Bah ouais, on voit que t'es devant long, l'épaule. C'est pas fait pour toi, voilà. Donc voilà, quand programmez un cycle de musculation, il faut que vous identifiez plutôt un problème, et une fois que le problème est identifié, vous savez ce qu'il faut faire pour le résoudre. Vous en faites un maximum loin de la compétition. Un maximum, j'ai envie de dire, voilà, 2 fois par semaine, maximum, plus, voilà. n'a pas spécialement d'intérêt, et puis après, voilà, vous êtes proche de la compétition, c'est plus un maintien de ce que vous faisiez, et encore une fois, à adapter par rapport à la fatigue que vous avez, suivant votre cycle de préparation, qui peut être plus ou moins intense, comme tu le disais. Alors on va glisser sur un petit peu la dernière question, la dernière partie. Le trail, c'est un sport qui est déjà assez jeune. C'est un sport où en général c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui viennent, parce que pour faire du trail, tu prends des baskets, tu vas courir dans la forêt, ça suffit. Et tu peux le faire un peu à n'importe quel moment de la journée. Quand il fait nuit, une simple frontale suffit. Quand il pleut, même si tu cours 45 minutes, ça développe un petit peu des qualités. Donc tout le monde peut se faire plaisir pour faire des courses. Après, je pense qu'il faut rester quand même inférieur à 40 La notion de km. plaisir est relative quand même. Là, de ce que tu me dis, tu peux courir dans le noir avec une frontale, quand il fait froid, avec de la pluie. J'ai envie de te dire, t'as un drôle de plaisir. Mais c'est parce que je compare au cyclisme sur route où ça devient compliqué quand il fait nuit quand même. Même si j'ai quelques amis, mais bon là c'est quand même des gros tarés qui le font avec des lampes. Justement pour l'instant, le trail c'est un petit sport, c'est pas bien développé. C'est déjà assez rare qu'il y ait des athlètes qui aient un coach personnel. Bon, il y en a de plus en plus quand même, mais ça reste quand même une minorité par rapport à quelqu'un qui fait de l'athlétisme. Lui, le mardi et le jeudi, il va au club, point barre. C'est ce que je faisais. Il réfléchit même pas s'il a un coach ou pas. Il a un coach, il a un groupe d'entraînement et il y va. Mais bon, en trail, on est plus livré à nous-mêmes, donc c'est rare ceux qui ont un entraîneur avec eux. C'est encore plus rare, mais il y en a qui l'ont, ils ont leur nutritionniste personnel, ils ont leur ostéopathe personnel, donc moi pareil, j'ai ma bonne référence en ostéopathie. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant qu'en plus d'avoir son entraîneur pour le côté cardio, développement de la course à pied pure, et puis à côté un entraîneur plus préparation physique? Oui, mais voilà, là tu as bien dit le truc, en fait, le vrai problème de tout ça, c'est qu'il faut que tout le monde collabore ensemble pour que ce soit utile et efficace. Et comme c'est un sport assez jeune, j'imagine des problématiques qui sont que il y a peu de monde qui a de l'argent à investir et que tout le monde va se tirer un peu dans les pattes. Ou l'entraîneur d'athlétisme peut je perds mes mots. Il peut s'improviser, prof de musculation en même temps parce qu'il en a vu un petit peu, donc il se dit tiens, je fais aussi de la muscu, nanana. Et c'est là peut-être le problème, c'est que chacun a ses compétences, suivant son parcours, son expérience, ses formations, etc.
Et il faut savoir rester à sa place. Tu vois, pendant tout ce podcast-là, j'ai bien dit, je suis pas spécialiste d'ultra-endurance, hein, et de ce que tu me dis, ça a l'air d'être... il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Il faut avoir la passion. Ouais, la passion, ça me paraît très long. Mais bon, pourquoi pas, on en parlait avant le podcast. Pour moi, courir 100 km, je me dis, putain, c'est long, qu'est-ce que tu fais pendant 100 km? À quoi tu penses? Mais donc oui, si tu es sportif de haut niveau, plus tu vas avoir de spécialistes autour de toi, mieux ça va être. Parce que tout le monde va collaborer ensemble, va discuter ensemble pour essayer de te faire atteindre le meilleur niveau possible. Maintenant, en tant qu'amateur, si tu arrives à trouver un entraîneur de course, entre guillemets, qui est prêt à s'entourer d'un préparateur physique, de discuter ensemble pour te faire atteindre le meilleur niveau, bah ouais, c'est super. Comme là, l'ostéopathe, etc. Mais il faut que tout soit relié en fait. Si chacun agit de son côté, en fait, ça va pas être optimal. En fait, il va même y avoir des trucs redondants. Tu vois, je prends l'exemple. Ton préparateur physique va te dire tiens, tu fais 10 fois 50 au squat 3 fois dans la semaine, et puis en même temps tu dois faire, je sais pas, dans un préparer une énorme course quoi. Donc ça va chevaucher, donc ça va parler en fait. Donc c'est pourquoi ouais, c'est vraiment. Tu vois, par exemple au foot américain, si vous connaissez un peu, vous suivez un petit peu, il y a pas mal de films là-dessus. T'as un entraîneur pour chaque poste ou presque, pour la ligne défensive, etc. Et en fait après t'as un head coach qui lui va gérer tout ça, va dire voilà comment on va jouer, voilà les jeux, qui nous fait travailler ça, nanana. Et après chaque mec qui est entraîneur spécifique à un poste, va dire voilà ce qu'on fait, nanana, etc. Il prend ses responsabilités, mais il y a une tête pensante en haut qui va tout cadrer. Bah là, c'est un peu ce qu'il faut, quoi, pour que ce soit utile. Sinon ça va dans le vent, en fait. Je pense que vous allez perdre votre argent si vous faites ça. Parce que moi, je vois pour l'instant ce que j'ai mis un petit peu en place. Moi, j'aime bien que ce soit tout carré. J'ai mon entraîneur, entre guillemets, classique. Donc on travaille, voilà, il y en a 5-6 qui sont un peu des références. Après, chacun a ses affinités avec telle ou telle méthode d'entraînement. Moi, j'ai choisi celle qui est la plus, on va dire, moyenâgeuse, tu vois, où on aime ça, on y va. Et en fait, dès que j'ai un souci articulaire, une tension, quelque chose, il me dit ok, tu stops, tu vas voir l'ostéopathe. C'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un que maintenant je connais bien, qui est ici à Annecy. Il me dit, il va te manipuler, il va te dire comment tu repars après, et tu me dis à quel moment il juge que tu es 100% bon pour que je te réentraîne à ma manière. Oui, ben voilà, ça c'est la bonne façon de faire. Ça, là, y a pas, ouais, ça c'est nickel, mais il faut que tous les acteurs qui sont impliqués dans ta préparation, ben voilà, soient impliqués avec les deux personnes que tu as là par exemple actuellement. Et alors pour lui faire un petit peu de pub, cet ostéopathe, c'est Benoît Nave. Sans parler de ses réussites, de ses prouesses, par exemple la semaine passée, à peine je posais le pied par terre, j'avais une douleur lancinante, un éclair, je me suis dit putain ça y est, je me suis fait une fracture de fatigue, j'en avais jamais eu de ma vie, ça y est, ça me pend au nez. Il m'a manipulé 2 jours après, je trottais, je sentais plus rien, j'avais simplement un truc coincé. Donc au-delà du fait qu'il soit bon, il est aussi nutritionniste, et ce qu'il a fait, alors moi je ne l'ai pas encore engagé entre services, entre guillemets, parce que bien sûr... Ouais, parce que t'as un peu de poids à perdre, souvent un peu grassouillet. C'est vrai que j'ai toujours... si tu demandes à mon entraîneur, il te dira que je suis un petit peu gras, effectivement. Mais il est aussi nutritionniste, et donc ça lui prend du temps, donc forcément il demande une rémunération, c'est complètement logique. Et il peut, en parallèle d'un plan d'entraînement, donner les repas. À quel moment il va falloir charger en glucides. Non, mais toi, ce serait une bonne idée parce que justement, il est en relation avec ton entraîneur de course. Voilà. Donc je pense que ça, c'est une bonne idée. Lui, il regarde le plan d'entraînement, voilà. Il voit les séances passer. Alors, quand c'est notre entraîneur, à Nicolas ou à moi, il hallucine. Et puis, il balance la nutrition qui va bien derrière, quoi. Bah, donc en fait, au lieu d'avoir un plan d'entraînement, on a un plan d'entraînement. Et après, le repas, après la séance, il faut faire ça, ça, ça et ça. Bah là, je pense que c'est bien. Là. Ça, par contre, en musculation, c'est quelque chose que vous, les coachs, vous proposez beaucoup, par contre. Oui, bah oui, mais parce que nous, en fait, c'est essentiel. Le résultat physique en musculation dépend énormément de l'alimentation. Nous sommes le reflet de ce que nous mangeons. Un petit raccourci, mais c'est un peu ça. Et si tu veux profiter au maximum de tes efforts, que tu fais à la salle ou avec des barres, etc., là, il faut que derrière, tu manges correctement pour te transformer. Et c'est vrai qu'on y est sensibilisé très très vite en musculation à l'importance de l'alimentation. Peut-être moins dans les autres activités sportives, mais nous, c'est tu t'entraînes, tu fais la diète. En fait, c'est pas séparable. Dans les sports d'endurance, c'est tout à fait incroyable. Alors, le mec qui va manger hyper bien, l'exemple qui est le plus parlant, c'est le Team Sky qui a amené un vrai professionnalisme avec un nutritionniste, de la folie. Derrière, il y a certainement aussi des produits dopants, mais néanmoins, ils ont quand même ce côté-là d'apporter des choses vraiment carrées. Mais des fois, tu rentres d'une sortie, je sais pas combien de calories sont dépensées, et tu manges une montagne. Et en fait, il se passe rien sur ton physique.
c'est difficile de quantifier. Non, dans ce mais genre d'ambiance. l'impact de la nutrition est souvent sous-estimé, alors que c'est ce qui va permettre de bien durer, de bien récupérer, d'avoir moins de douleurs, de pouvoir te réentraîner plus vite. Tous les grands champions qui durent le disent à chaque fois que l'alimentation, il n'y a pas de secret, quoi. Pour durer, il faut prendre soin de soi, et l'alimentation aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on rencontre, j'ai envie de dire, d'industrialisation, si on mange mieux, on ira mieux et on courra plus vite dans notre cas aujourd'hui. Allez, tu courras plus vite. Voilà. Bon bah écoute, moi je pense que j'ai dépioté pas mal des choses que j'avais vues passer à droite à gauche, donc les questions de John, etc. Puis celles qui me venaient aussi à l'esprit. Rudy, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, encore merci pour l'invitation, et s'il y en a qui ont des questions ou autres, qui n'hésitent pas à les mettre directement sous le podcast, ou à t'écrire directement, et puis on y répondra. Je viendrai faire un petit tour pour y répondre aux besoins. Oui, parce que pour finir sur l'aspect du podcast, moi aussi aujourd'hui j'en fais un tous les mercredis. Alors tu as toujours des gens, tu sais, qui en rigolent, qui se moquent un petit peu, mais bon, ils nous amusent plus qu'autre chose. Oui, mais c'est normal, ceux qui font sont toujours critiqués par ceux qui ne font pas. Voilà, c'est ça. C'est la règle, mais ceux qui ne font pas, normalement, n'ont pas le droit à la parole. Mais en fait, c'est la base. Si j'ai lancé aussi ces podcasts, comme je le disais sur le tout premier, c'est parce que en trail, les mecs qui font un petit peu du haut niveau, entre guillemets, alors c'est toujours prétentieux de dire qu'on fait du haut niveau, n'empêche que bon, j'estime que j'ai une pratique qui est un peu plus élevée que monsieur tout le monde, sans faire, faut pas faire de la fausse modestie, et personne ne partage rien en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'informations, etc. Alors que moi justement j'écoute ton podcast, donc que ce soit le Super Physique Podcast, qui est très intéressant, là je me suis régalé avec Ronnie Coleman et... comment il s'appelle ? Ah putain, j'ai oublié Dorian Yates, voilà. Ouais, je sais pas si ça te parle, parce que là c'est vraiment des références très très muscu. Donc le Super Physique Podcast, rapidement, c'est un podcast que je co-anime avec mon associé sur Super Physique, donc un de mes sites, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, et où en fait on parle d'entraînement, d'alimentation, et on se poudre le tout d'anecdotes de vieux, parce qu'avec mon associé, à nous deux, ça fait plus de 40 ans qu'on s'entraîne. Et on en a vu défiler beaucoup. Oui, mais justement, moi je trouve qu'à chaque fois, même quand je l'écoute, bon déjà il est agréable, mais il y a toujours une petite information à retenir, même quand on pratique pas la musculation. Oui, mais parce qu'en fait on a un certain recul donc, sur la musculation, et puis en tant qu'entrepreneur, parce qu'on est tous les deux très entreprenants dans la vie en général, donc on a pas mal de leçons, je sais pas si c'est le bon mot, leçons, mais à essayer de transmettre. Conseils peut-être. Voilà. C'est moins présomptueux. Oui, mais j'aime bien être présomptueux. Mais... Oui, je sais, tu le dis, c'est bon. J'aime bien. Et puis l'autre podcast que j'ai, donc c'est Leadercast. C'est plus mes réflexions personnelles, c'est plus développement personnel, entrepreneuriat, etc. Où je me force à réfléchir et à essayer de faire réfléchir ceux qui veulent en fait faire quelque chose de leur vie. Donc pour revenir à ce que tu disais, à ceux qui veulent faire et ne pas regarder les autres faire. Mais c'est justement là où je disais, c'est comme en fait tout se recoupe, puisque on veut faire quelque chose de sa vie, mais en sport c'est pareil. Quand on se dit moi j'aimerais bien faire telle course et puis j'aimerais bien être rapide à cette course, d'accord. Mais du coup qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va suivre bêtement des conseils écrits sur un papier, un plan d'entraînement pris dans un magazine ? Ou est-ce qu'on va réfléchir, comprendre pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Ce qu'il faut dire, c'est que très rares sont ceux qui atteignent le haut niveau en suivant seulement le programme d'entraînement tel quel, sans se poser de questions. En fait, il faut vraiment, et c'est ce que j'ai remarqué avec tous mes élèves, donc depuis des années, des milliers de personnes coachées, c'est qu'il faut être partie prenante de ce qu'on fait. Donc là, ton coach te fait le programme, je te prends ton exemple Hugo, mais tu comprends ce qu'il te fait faire. Tu comprends, et donc, si tu comprends, ça a un sens pour toi, et tu le fais plus facilement, en fait, tu le fais naturellement. Et tu dis, voilà pourquoi je fais ça, nanana. Alors que si tu comprenais pas, en fait, tu n'aurais pas à ce niveau-là. Il faut à un moment être partie prenante et comprendre ce qu'on fait. Comme je dis, agir en connaissance de cause, sinon, on se trouve limité. Et je le vois, au fil des années, je l'ai vu, ceux qui arrivent vraiment à un bon niveau, la plupart, et après, il y a toujours des mecs doués, des mecs dopés, etc. Mais ceux qui atteignent vraiment un bon niveau, c'est ceux qui, à un moment, agissent en connaissance de cause, savent ce qu'ils font et pourquoi, même s'ils ont un entraîneur, ils comprennent ce qu'ils font. Et là, le meilleur exemple, c'est justement mon ami Nicolas Martin. Ceux qui écoutent le podcast et qui courent, ils connaissent, parce qu'il a les titres de champion de France, les sélections en équipe de France. Mais lui, en plus, c'est un passionné d'entraînement, donc il entraîne également. Il pourrait s'auto-entraîner, mais en fait, il ne le fait pas, parce qu'à des moments, on est obligé de passer des séances un petit peu clés, un petit peu dures, et il n'oserait pas se les imposer, se les infliger à lui-même. Oui, mais c'est vrai, c'est parce qu'on est rarement objectif avec soi-même
On est soit trop dur, soit trop clément. On est meilleur pour les autres. C'est toujours comme ça. Mais je suis assez d'accord avec ton analyse là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'on est souvent meilleur pour les autres. Et avec soi-même, on est un peu moins bon. Voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Moi, Rudy, je vais te remercier parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quand même quelqu'un qui a un emploi du temps chargé, qui a beaucoup d'occupations. Et je te remercie pour avoir pris quand même une bonne heure facilement de ton temps, surtout avec le déplacement, etc. Donc merci à toi pour être venu discuter un petit peu de tout ça. Et puis dans la description, je mettrai tous les liens qu'il faut pour retrouver les infos. Rudycognat.fr, c'est le plus simple. Comme ça, vous voyez tout ce que je fais. Et puis si quelque chose vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui vous intéresse. Voilà. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long, que vous vous êtes régalés. Comme d'hab, il est téléchargeable et puis vous pouvez le retrouver. Moi, je vous laisse avec la voix off maintenant. Salut. Salut. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcèle-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.